L'école, un grand bâtiment en briques rouges, rue Issel, était comme il se devait assez austère. Elle n'était pas très éloignée de la maison. La cour, dite de « récréation », était plantée d'arbres verts et les classes parsemées de professeurs gris, le tout me laissant peu de souvenirs. Je m'intéressais davantage au chemin qui reliait l'école à la maison. Je voulais déjà apprendre par moi-même, en autodidacte, les choses qui me serviraient plus tard. En rentrant un de ces fameux après-midi d'été quand on a encore moins que d'habitude envie de rejoindre le bercail, j'allais jouer au docteur dans les hautes herbes avec la petite fille des voisins. Nous avions entre 6 et 7 ans. Cela se termina, aussi incroyable que cela paraisse, par l'apparition des gendarmes, en costume et au képi, appelés, par les parents de la petite fille qui voulaient mettre ainsi un terme à cette orgie. Cela provoqua chez les deux enfants que nous étions une panique énorme doublée d'un sentiment de culpabilité totalement injustifié. Comment des adultes normaux étaient-ils capables de recourir à de telles mesures pour un fait si mineur et somme toute bien naturel? J'ai eu droit à une volée de bois vert en rentrant chez moi, ainsi qu'à d'autres privations en tout genre, punitions largement justifiées, puisqu'à accent grave 6 ans, j'avais violé des yeux une petite fille de mon âge. J'ai mis longtemps à m'en remettre, ayant pratiquement attendu la vingtaine pour recommencer. J'évitais dès lors soigneusement les herbes hautes dans les champs et les petites filles dans mes rêves. La rupture entre Charles et Maria qui s'annonçait depuis si longtemps arriva tout d'un coup et elle fut définitive cette fois. Le fait en lui-même ne fut pas dramatique pour moi. Maria m'emporta dans ses valises, une valise sans doute un peu plus lourde que les autres qu'elle déposa à Spa, quelque part chez des amis à elle. Le seul vrai problème pour moi était l'éloignement ainsi créé avec Johanna et Joséphine. Je ne regrettais ni l'école, ni la maison, ni les champs avec les petites filles, ni mon père qui ne l'était déjà plus. Mais la Hufangas s'éloignait, et je n'avais que 7 ans. L'idée seule me révoltait. Je commençais inconsciemment à m'opposer à Maria qui n'avait toujours pas compris que l'autorité n'est pas faite de bruit, mais d'amour. J'entrai en 2e année primaire peu de temps après. La première s'était logiquement déroulée en langue allemande, la deuxième commençait en français. Je découvris vite que l'école m'ennuyait autant dans les deux langues, bien que paradoxalement, j'ai été toujours un bon élève. Souvent 2e, parfois 1er de classe, je ne sais toujours pas aujourd'hui ce qui me motivait. Peut-être déjà le besoin de prouver quelque chose, besoin que j'ai ressenti pendant de longues années et dont je me suis débarrassée entre l'âge de 25 et 30 ans. Ce fut un moteur comme un autre. J'ai toujours eu besoin de moteur, le problème étant parfois de trouver de l'essence. Nouveau déménagement. Nous habitions à présent rue Cheluy, nom qui a cela de curieux qui vous donne parfois l'impression de loger chez quelqu'un d'autre. Au rez-de-chaussée habitait la famille Heinz qui avait accueilli Maria à son arrivée à Spa. Nous la suivions dans leur déménagement. Nous occupions 2 pièces au 1er étage. Ce n'était pas grand, le mobilier se composant de choses récupérées à gauche et à droite ou prêtées par les amis de Maria. Elle n'avait rien emporté lors de son départ sauf quelques habits personnels, beaucoup de rançéures et moi. Lors du divorce officiel. Pour tout partage, Charles envoya une camionnette avec une table et 3 chaises, un lit en fer récupéré sur une poubelle et ce fut tout. Charles paya la pension alimentaire un mois. Après, plus jamais rien. Maria travaillait comme femme à tout faire, d'abord dans un hôtel, ensuite dans une boulangerie. C'était un travail très dur et elle me montrait souvent ses mains abîmées. Nous ne vivions pas largement, mais je n'ai jamais manqué de rien, du moins sur le plan matériel. J'étais souvent seule. Cela ne me changeait pas beaucoup. Je commençais à m'intéresser beaucoup à la nature. Par la fenêtre du 1er étage, je voyais les forêts environnantes, lieux si magiques qui devaient prendre une importance considérable dans ma vie. Je comptais plus volontiers les arbres et les buissons que les points à l'école. Me promenant comme de coutume dans la forêt aux alentours de la promenade Meyerbeek, je rencontrai un jour un groupe de peintres amateurs occupés à peindre un vieux pont au milieu des arbres. L'un d'eux, mécontent du résultat de son travail et assez découragé, me donna le tableau inachevé, décrétant qu'un enfant pouvait faire aussi bien que lui. Ce qui pour lui était une forme d'ironie devint pour moi un défi instantané. Je rentrai avec le tableau, ayant soin de ne pas toucher la peinture fraîche, et arrivé chez moi, je me mis au travail. Un voisin me prêta un vieux chevalet, la peinture descendit du ciel et moi, j'étais dans les nuages. Quel que fut le résultat, ce fut un moment heureux. Quel ne serait pas l'étonnement du peintre amateur découragé qui m'avait ironiquement donné son œuvre s'il savait que 40 ans plus tard, je suis devenu l'artiste qu'il aurait aimé être. En face de la maison rue Cheluy, s'érigeait une grosse bâtisse assez austère. Il s'agissait de l'orphelinat de la région. Vers la fin des années 80, j'ai produit une série d'œuvres qui évoquaient ces enfants orphelins qui portaient tous un manteau bleu ou vert. Il s'agissait du souvenir triste et révolté que m'ont laissé ces enfants défilant en rang par deux dans les rues de Spa. Plus tard, vers l'âge de 13 ans,
travaillant pour un patron peintre en bâtiment, j'eus l'occasion de découvrir l'intérieur de ces bâtiments. Ce fut un nouveau choc émotionnel. Dans mes œuvres récentes, les petites chaussures évoquent les chaussures usées qui devaient être rangées par groupe chaque soir devant la porte des chambres ou des dortoirs. Les numéros figurant sur les plaques émaillées que j'emploie régulièrement rappellent les numéros des chambres dans ces homes. Le souvenir de ces enfants me poursuit encore aujourd'hui, 35 ans plus tard. J'espère que la plupart d'entre eux ont eu la chance ou l'opportunité de venger leur enfance. Grande surprise. Maria n'est plus seule. Un matin au réveil, j'entends une voix qui ne m'est pas étrangère. C'est une voix que j'ai entendue il y a quelques années. Mais oh! Alors, curieux, j'ouvre la porte et c'est Alphonse qui me dit bonjour. Pour une surprise, elle est de taille, mais c'est une bonne surprise. Bien sûr, à ce moment on me laisse entendre qu'il ne s'agit que d'une visite, sans plus. Mais beaucoup d'autres visites vont suivre. Il effectue son service militaire, il a 18 ou 19 ans, Maria plus ou moins 35. Évidemment, il a un peu changé. Plus de culottes courtes, mais des pantalons comme dans les bandes dessinées de Tintin. C'est assez comique. Il est devenu un homme, du moins en apparence. Les premières visites sont discrètes. Maria est toujours en instance de divorce, mieux vaut être prudent. Une relation officielle est exclue pour le moment. Et les deux tantes ne doivent surtout rien savoir. Charles est venu me chercher 2 fois. Le premier, il m'emmena au cinéma. Je me souviens curieusement toujours du film. Des sauvages, armés de lances et de flèches, attaquaient des explorateurs blancs réfugiés dans une grotte. Tout se terminait bien, nous étions dans les années 50. La seconde fois que Charles usa de son droit de visite, il vint me chercher au volant d'une énorme limousine américaine toute blanche et décapotable, dans laquelle il avait installé sa nouvelle amie aussi décapotée que sa voiture. Le tout formait une image un peu hollywoodienne qui devait être frustrante pour Maria qui suivait la scène, cachée derrière un pan de rideau de la fenêtre du premier étage. Nous partîmes un peu comme dans un film, pour revenir peu de temps après. 1 heure peut-être. On me redéposa sur le pas de la porte, m'expliquant que j'étais vraiment trop mal habillée et pas assez montrable en leur compagnie. Le seul but de la visite avait été de montrer à Maria à quel point tout allait bien chez Charles. Éloi Blanche qui l'accompagnait et qui allait devenir sa deuxième épouse ne se doutait de rien. Ce furent les 2 seules visites héroïques de Charles qui ne vint plus jamais me chercher par la suite. Il ne paya jamais la pension alimentaire, mais eut tout de même la bonne idée de ne jamais me fabriquer un petit frère ou une petite sœur. Je crois que toute sa vie, assez courte du reste, Charles fut un clown qui n'arriva à faire rire que les imbéciles. Un jour d'hiver, j'étais âgé de 8 ans, nous étions en promenade avec Maria et Alphonse en forêt, le long de la Ouaigne, petite rivière bien connue des amoureux de la Fagne. Il avait neigé, et j'étais ravi du paysage qui m'entourait. Le jour tombait, comme toujours plus vite en forêt, surtout l'hiver. À un moment donné, Maria et Alphonse profitant d'un instant d'inattention de ma part, eurent l'idée saugrenue d'aller subitement se cacher dans les fourrés. Je vécus un moment de panique inoubliable. Je me retrouvai tout seul, au milieu d'une immense forêt, dans la pénombre et dans la neige. J'appelai de tous les côtés, pendant un temps qui me parut interminable, après quoi, sans doute satisfaits de l'effet causé, les auteurs de cette idée géniale réapparurent comme par miracle. On se demande parfois ce qui se passe dans la tête des adultes. Je pense parfois que Maria commençait à régler ses comptes avec Charles par personne interposée. J'en ai voulu longtemps aux auteurs de cette plaisanterie, mais pas à l'endroit qui devint par la suite un des endroits que j'aime le plus au monde. Cette histoire me fait penser à celle du Petit Pousset, thème que j'ai évoqué souvent dans mes œuvres récentes. Un jour, on m'annonça que j'avais droit à une bicyclette. Dès l'annonce de la nouvelle, il fallut partir chez le marchand de vélos. J'étais incapable d'attendre. Il n'y avait plus de vélo pour garçon à ma taille. Je choisis donc, contre l'avis général, une bicyclette pour fille qui possédait également 2 roues et dont la couleur était jaune vif. Je me retrouvai, peu de temps après, participant au cortège du Corso fleuri de Spa. J'avais garni complètement ma bicyclette de fleurs et je portais un chapeau de paille à large bord. De la rue Cheluy, il me reste surtout le souvenir des promenades solitaires dans les forêts et la nature de la région environnante. Charles ne venait plus me chercher. Maria et Alphonse étaient occupés à régler un tas de problèmes pour assurer leur avenir, ce qui peut se comprendre. Moi, j'allais de plus en plus souvent dessiner dans la nature. Enfin, ce fut décidé. Dorénavant Maria et Foncy vivraient ensemble. Son service militaire était terminé, le divorce peut-être également, la voie était libre. Ils s'installèrent au centre-ville, rue H. Chaltin, numéro 11. Le rez-de-chaussée serait transformé en magasin, une droguerie.
Alphonse, qui était peintre en bâtiment, s'installa à son compte, cette activité se mariant parfaitement avec la droguerie de Maria. Ils travaillèrent d'arrache-pied pour tout mettre en ordre, réalisant la plupart des travaux eux-mêmes. En face de la maison se dressait l'imposante église Saint-Remacle, affreux bâtiment de pierre de taille grise, datant du XIXe siècle et qui, au lieu de s'élever vers un ciel incertain, écrasait de sa masse tout le quartier environnant. La maison paraissait minuscule face à ce mastodonte. Alphonse avait, en plus de l'apprentissage de son métier, suivi des cours du soir à l'académie. Je crois qu'il était assez doué, mais la vie, et plus sûrement Maria, ne lui permirent jamais vraiment d'utiliser ses dons. Pour elle, l'aspect matériel était le seul critère acceptable, peu importe qu'on s'épanouisse ou non, il fallait que cela rapporte et le plus vite était le mieux. Je suis certain que le non-épanouissement dans la vie professionnelle, l'impossibilité d'extérioriser les sentiments enfouis au plus profond de lui-même, entraîna, des années plus tard, Alphonse vers la dépression dont les conséquences lui furent fatales. Le voisin de droite était un photographe d'art, un peu vieux jeu. À l'arrière du bâtiment, de vieilles serres servaient d'entrepôt et d'atelier pour Alphonse. L'endroit devint vite un capharnaüm inimaginable. Des dizaines de pinceaux, brosses, vieux pots de peinture à moitié vides, rouleaux à peindre, grilles, échelles, etc., etc. Pendant toute une période, n'ayant pas les moyens de s'acheter une voiture, il trimballa tout cet attirail sur sa bicyclette. Pour Maria, ce fut une promotion importante. Elle trouvait à la fois un mari, une maison et une affaire dont elle pouvait s'occuper. Elle était devenue droguiste. Au second étage, sous le toit, j'avais ma chambre et un coin de grenier qui devait mesurer 2 mètres sur 3 et qui devint mon atelier. De l'extérieur, cela ressemblait à un pigeonnier. J'avais entre autres choses affichées au mur des coupures de journaux qui relataient la mort triste du peintre Utrillo. Son histoire m'avait touché. L'endroit était très poussiéreux et encombré de vieilles portes déglinguées. Une minuscule fenêtre s'ouvrait sur la fameuse et écrasante église. Mais c'était mon refuge.